Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 7 février 2024. Il s'est passé quelque temps avant que vous retrouviez vos émissions habituelles comme les infos TCBH, Histoire de quilles, la messe, la diffusion des matchs de hockey, Le Monde nous regardait. Nous nous en excusons de cet inconvénient car nous avons eu de graves problèmes techniques qui nous empêchaient la transmission. Maintenant, place aux infos TCBH de l'année 2024. Au rythme des saisons, une émission de 16 épisodes axée sur l'autonomie alimentaire. Parcourant la région du Bas-Saint-Laurent, produit avec la TCBH en partenariat avec Cogeco, au rythme des saisons, une émission que vous devez mettre à votre horaire dès lundi le 12 février prochain à 19 h sur nos ondes. En voici un aperçu. Aujourd'hui, on vous parle de la série Au rythme des saisons, un projet des plus captivants, une série de 16 émissions de 30 minutes qui met en lumière les producteurs d'ici. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi un véritable partage de connaissances et assurément, vous comprendrez que la générosité de tous et toutes est très évidente. C'est un projet porteur qui traite de l'autonomie alimentaire et beaucoup plus encore. Parce que c'est ça le but, dans le fond, c'est qu'à un certain moment, on va enlever l'eau du pot. Exactement. Là, je le laisse là-dedans. Mi que ma chaudière s'est pleine, il va en prendre une autre. Puis tu vas remplir tes chaudières. Oui. Il y a un aspect humain, souvent, que nous, grâce à Gabriel, on a réussi à les traiter que jamais on ne voit ailleurs. OK? C'est pas juste de dire « Ah, c'est un producteur de quelque chose ». C'est d'abord et avant tout un être humain qui a décidé que, moi, ma vie, je vais vivre en partie de ça. Et c'est pas évident. Produire sa nourriture, produire ses objets d'utilité courante, pensez-y comme il faut. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui se salissent, il y a des gens qui se blessent, il y a des gens qui se fatiguent. Et il y a des gens qui adorent ça quand même, ce mode de vie-là, et vous allez le découvrir dans la série. Donc, lorsque nos petites tomates ne sont pas encore sorties, mais à un moment donné, elles vont sortir, puis elles vont manquer d'espace et de nutriments dans ces petites cellules-là. L'animatrice et co-réalisatrice de la série Au rythme des saisons, Gabrielle Saint-Pierre, nous transmet sa passion et navigue avec brio dans son élément. Présenter différents acteurs, différentes actrices spécialistes de chacune de ces thématiques-là, du territoire à l'œuvre, pour faire en sorte que leur savoir puisse être périn et partagé au sein de la population. Il y avait un mandat initial qui était de réaliser une série de 16 épisodes liés à la thématique de l'autonomie alimentaire. Et donc, on est parti de ça pour créer 16 épisodes d'une trentaine de minutes, qui est un total au final d'environ 8 heures de contenu, ce qui est quand même pas pire. Des personnes qui aiment l'autosuffisance, se débrouiller dans la vie, dans tous les métiers, hein, mais surtout dans le côté agriculture. J'étais vraiment surpris d'avoir vu autant de jardins autonomes, puis des personnes qui sont quasiment à temps plein là, à travailler leur terre, puis à créer un milieu de vie. J'ai fait appel à Diego Marasco, qui s'est joint à l'équipe pour le projet, qui lui avait beaucoup d'expérience au niveau de la réalisation de séries, mais au niveau d'une télévision, une télévision d'État en Argentine. Donc, s'il n'y avait pas, moi, s'il y avait un scintillement en arrière, nous, on le laissait passer, Diego ne le laisse pas passer. Donc, ça a assuré une qualité pour que ce soit exportable. Puis, en même temps, là, ça nous a fait peut-être une recrue pour des projets à venir. Bien, mon rôle a commencé l'été 2023, en fin de compte, comme réalisateur. Puis aussi, après, pour faire le graphisme et le montage de l'émission. Ce qu'on a réussi à créer avec les participantes dans ce projet-là, ça fait quand même, ça clôt le cycle, hein, parce que, étant donné qu'on s'est inspiré de chacune des saisons et de ce qu'il y a à faire en termes d'activité à chacune de ces saisons-là,
ben on fait quand même le tour, tu sais, de l'autonomie alimentaire. C'est quoi le rôle de la reine, en fait, dans une ruche? Pourquoi elle est si importante? Sérieux, c'est comme un peu comme si elle était le centre vraiment de la vie de la ruche. Moi, il faut concevoir la ruche comme un organisme qui continue à bien aller tant qu'il y a une reine. T'sais, on a abordé des sujets comme les abeilles qui sont nécessaires. T'sais, sans abeilles, il n'y a pas de fruits. Le temps des sucres, aussi le tricot avec le cercle des fermières, la vannerie, parce qu'il faut bien avoir des paniers pour mettre nos récoltes, tout ce qui est lié aussi à la culture de la terre, comment faire son pain au levain. C'est vraiment chacune des saisons qui a inspiré les diverses thématiques qu'on avait le goût d'aborder. C'était vraiment le fun. Oui, on a eu une belle dynamique. Je pense qu'on avait aussi une belle vision de qu'est-ce qu'on voulait montrer. Je pense que l'importance du collectif et de la communauté est ressortie d'une certaine façon quand on prend un pas de recul puis une certaine perspective de toute cette série-là. Puis à quel point, justement, le territoire du Bas-Saint-Laurent et de partout, en fait, au Québec puis ailleurs dans le monde, c'est foisonnant. Il y en a des initiatives, il y en a des gens intéressants, motivés, qui font des choses vraiment tripantes, tu sais. Au total, là, c'est une dizaine de municipalités qu'on a visitées là, pour aller à la rencontre de différents spécialistes des thématiques qu'on souhaitait aborder. Donc, on est allé autant au Témiscouata, à Lejeune, qu'à l'Île-Verte, à Trois-Pistoles, à Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, Saint-Valérien, le Bic. C'était une expérience incroyable, puis voir le dévouement des participants, leur passion transmise dans ces séries, pour moi, c'était une richesse. Danny Labrec est un hypnologue et n'a même pas essayé de m'endormir, mais de nous renseigner sur ce métier hors de l'ordinaire. Dans le cadre de la Semaine pour un Québec sans tabac, il me fait plaisir de rencontrer l'hypnologue en direct de Mirabel, non pas pour prendre l'avion, mais à l'entrevue avec nous aujourd'hui pour parler de l'hypnose. Monsieur Labrec, vous êtes un hypnologue. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est un hypnologue? Un hypnologue, c'est quelqu'un qui étudie et enseigne l'hypnose. Donc, c'est la personne qui va s'intéresser à la théorie qui est derrière ça, comparativement à un hypnothérapeute qui, lui, va être une personne dans un métier de relation d'aide, d'accompagnement, donc qui va appliquer on va dire, les exercices de l'hypnose à l'intérieur d'un cabinet pour aider les gens. Donc, je porte un peu les deux chapeaux. Quand je suis justement en entrevue pour parler, bien évidemment, je suis hypnologue et ça m'arrive de temps à autre là, de reprendre le chapeau d'hypnothérapeute pour aider les gens aussi dans les cabinets. Donc, vous aidez les gens à arrêter de fumer, vous aidez les gens aussi pour autre chose, mais là, dans le cadre de la Semaine d'un Québec sans tabac, donnez un petit coup de pouce aux gens, là. Oui, parce que l'hypnose, c'est reconnu, c'est un outil qui est absolument efficace pour aider les gens à vouloir se libérer du tabac. Donc, ça serait différent, on va dire, d'autres approches là, qu'on connaît, là, des qualités addictives du tabac pour s'aider à s'en affranchir. L'hypnose va vraiment aller chercher le besoin ou le besoin de la personne de changer, parce qu'on sait que ça arrive de temps à autre qu'on veut arrêter de fumer et qu'on peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que nous, même si on se le dit que c'est pas bon pour la santé ou que ça a des effets néfastes pour notre porte-monnaie, on rechute ou on craque finalement pour une cigarette. Donc, comme les gens décrivent ça comme étant une petite voix à l'intérieur d'eux là, qui les fait succomber. Et nous, c'est ça, on adresse cette partie-là en hypnose pour pouvoir justement aider à réorienter la personne vers un comportement plus sain. Donc, c'est l'approche qu'on utilise en hypnose pour outiller les gens à surmonter cette rage, cette envie, ce désir de fumer, et ça les aide à vraiment appliquer leur volonté d'arrêter. Bon, comment ça fonctionne? Moi, je suis une ancienne fumeuse. J'avais
une envie d'avoir des enfants. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté de fumer. Bon, je vous dévoile ça comme ça. Mais il y a sûrement des gens aussi qui fument puis qui ont de la misère à arrêter de fumer. Mais ça prend quand même une certaine volonté. Alors, quand ils viennent dans votre bureau, comment ça fonctionne? Quand les gens viennent, justement, tu le mentionnais, ça prend une intention qui est sincère. Ça va prendre aussi une motivation qui est plus grande que le besoin de fumer. Donc, dans ce que tu mentionnais, dans ton cas, évidemment, d'avoir des enfants, c'est quelque chose d'absolument merveilleux et qui va au-delà d'un besoin personnel. Donc, quand les gens viennent nous rencontrer, ben, dès le départ, dès le début de la rencontre, l'hypnothérapeute va avoir une discussion, on fait un état des lieux pour s'assurer que la personne, ben oui, elle est bel et bien motivée, qu'elle est là de son propre gré, de son plein gré. Donc, on peut pas faire de l'hypnose avec quelqu'un qui désire pas changer. Des fois, les gens veulent qu'on change leur conjoint, leur conjointe. C'est ce qu'on peut pas faire. Donc, on s'assure du désir de la personne. Et puis aussi, on va aller relever les éléments justement qui vont rehausser la motivation. Donc, les gens disent, ben moi, c'est pour être plus en santé. Ça pourrait être comme avoir des enfants, pour avoir un meilleur budget à la fin du mois aussi. Donc, on va travailler là-dessus. Et une fois que ça c'est fait, ben là, évidemment, on va procéder à l'exercice de l'hypnose. Donc, on va amener la personne dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. C'est comme un prérequis pour pouvoir accéder à la partie que nous, on appelle l'inconscient. C'est là que la petite voix en question que je parlais tout à l'heure, elle est. Donc, on va aller avec ce qu'on appelle des suggestions hypnotiques positives, aider la personne à trouver des ressources pour justement réorienter son habitude qui est le tabagisme vers une meilleure. Parce que le tabagisme, entre autres, fumer, c'est pour nous une béquille, une sorte d'habitude qui répond à un besoin. Il y a des gens qui disent, ben moi, c'est vraiment je vais fumer pour me relaxer, pour prendre du temps pour moi, pour mieux performer. Et ce qu'on veut, c'est qu'on veut être en mesure de maintenir ça. On dit, on veut garder le bébé, mais on veut jeter l'eau du bain. Donc, cette intention positive-là, on veut la maintenir et tout simplement, avec des suggestions, permettre à la personne de réorienter tout en trouvant un moyen pour se relaxer, prendre du temps pour elle-même, mais va avoir une habitude qui est différente, qui est plus saine pour elle. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on vise dans une séance d'hypnose. Et par la suite, bien évidemment, on va avoir un petit débriefing, on va discuter ensemble de ces impressions, ce qui dure grosso modo environ 60 minutes pour une rencontre en hypnothérapie. Dès la première rencontre, est-ce que vous pratiquez l'hypnose directement sur le participant? Oui, dès la première rencontre, parce que les gens, on dit un peu, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Les gens sont là, ils sont motivés, ils sont peut-être un peu nerveux aussi. Donc, on prend le temps de démystifier et exact. Donc, et on demande toujours, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse faire ce petit exercice ensemble? Et moi, j'aime bien, là, dès la première rencontre, pouvoir accompagner les gens parce que comme ils sont là, c'est un peu, je dis, c'est un peu triste qu'ils repartent juste pour une rencontre exploratoire. Et donc, s'ils le désirent, toujours après avoir discuté, bien évidemment, on procède à une séance d'hypnose. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Souvent, lorsque des gens qui se sont fait hypnotiser disent qu'ils ne filent pas bien après. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, c'est pas toujours le cas. Il y a, on retrouve ce genre de sensations-là des fois dans ce qu'on appelle dans l'hypnose traditionnelle, qu'on appelle des hypnoses dissociatives. Donc, il y a la majorité des approches sont comme ça. Et un bon hypnothérapeute se doit finalement de dire à la personne que certaines suggestions que lui ou elle va faire, si c'est trop, si c'est pas adapté, si on veut, à la personne, de pas en tenir compte. Donc, il y a parfois des hypnothérapeutes qui omettent de faire cette étape-là. Donc, c'est comme ce qu'on appelle nous mettre comme un filet de sûreté, de dire, ben effectivement, si je travaille avec l'inconscient de la personne, ben, si je dis quelque chose qui est pas en adéquation avec elle, comme on pourrait voir, c'est un peu plus instantané hein, dans l'hypnose de spectacle où on demande à quelqu'un de faire quelque chose et que la personne a des valeurs morales qui vont à l'encontre de ça, ben elle va tout simplement ne pas le faire. Donc, c'est important de le faire au tout début. C'est plutôt rare et là, c'est les hypnothérapeutes là, qui doivent justement s'assurer que leur suggestion, du moins de dire à la personne de prendre uniquement ce que les gens ont la force de prendre pour pouvoir effectuer leur changement. Puis, combien de séances
vous avez besoin pour enlever le goût de fumer ou à la personne? On peut, justement, tu le mentionnais, d'enlever le goût de fumer ou de diminuer la consommation, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui préfèrent commencer par, ah, j'aimerais ça réduire soit la durée, la fréquence ou l'intensité. Donc, il y a des gens qui disent, j'aimerais juste fumer une demi-cigarette ou plutôt que d'en faire 8 par jour, j'en ferai 4. Donc, on compte en moyenne 2 à 3 rencontres. Il y a des gens qui arrivent en une seule rencontre. Il y a des gens que c'est peut-être un petit peu plus que 3, mais on compte en moyenne 2 à 3 rencontres justement pour que la personne en ressente les bénéfices. Mais là, ça m'intrigue un petit peu. Là, vous mettez la main dans le cou et vous allez arrêter de fumer, je vous le dis. Ça marche pas comme ça, là. Non, pas du tout. C'est différent de l'hypnose de spectacle. Donc, de l'hypnose de spectacle, on a quelque chose qui est plus fantastique, plus spectaculaire, et c'est bien comme ça parce que comme l'hypnose est un outil, ben dans l'hypnose de spectacle, on va l'utiliser de cette manière. Les gens passent un bon moment et tout le monde est heureux. Dans un cabinet en hypnothérapie, au contraire, la personne est assise ou dans certaines approches peut-être même couchée, et donc il n'y a pas il y a pas de contact physique là, comme on le verrait dans un spectacle. Donc on va tout simplement amener la personne dans un état de détente, donc en lui parlant, en lui justement en la faisant imaginer. Il y a beaucoup de visuels, il y a beaucoup d'images, de symboliques aussi qu'on va utiliser. Donc, on va amener cette personne-là dans un état de détente et on va observer, un peu comme on pourrait l'observer aussi dans l'hypnose de spectacle, ce qu'on appelle des signes de transe. Donc, peut-être des petits clignotements des yeux, la peau qui change de couleur. Donc là, pour nous, c'est un indicateur que la personne est dans cet état modifié de conscience. Et là, on va seulement avec la parole permettre à la personne, on va lui donner des suggestions hypnotiques positives, vraiment. Donc, la personne, elle est bien, on va dire qu'elle est présente en soi, elle se rappelle là, de sa séance, elle va pas tomber dans les pommes ou rien de spectaculaire comme on voit sur scène. Donc, c'est vraiment plus doux, beaucoup plus accompagnateur et la personne, à tout moment, là, peut arrêter si jamais ça lui convient pas. Bon, mais ça lui donne quand même un petit coup de pouce pour modifier sa perception du comportement de dépendance, quelle que soit la cigarette, la drogue, le cannabis que vous m'avez parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi le mal de l'air. Il y en a qui ont des gens qui ont le mal de l'air. Il y a sûrement d'autres exemples où vous aidez les gens. Oui, c'est très large comme application. Nous, vraiment, c'est la beauté des métiers d'accompagnement, c'est les gens qui viennent de leur propre chef. Donc, ça peut être justement pour les gens qui ont des craintes à prendre l'avion, soulager les symptômes de l'anxiété, amener davantage de confiance en soi, de trouver un meilleur sommeil pendant la nuit, donc un sommeil plus réparateur pour la personne. On peut travailler aussi sur une gestion émotionnelle. On travaille avec les enfants aussi. Donc, les enfants, on sait que des fois, il peut y avoir un stress qui s'installe dans leur quotidien. Donc, on travaille avec une grande panoplie et effectivement, l'hypnose pour se libérer du tabac, ben, c'est une des facettes que l'on pratique. C'est un vieux métier, l'hypnose, on pourrait dire ça? Oui, l'hypnose, c'est un vieux métier. En fait, ça remonte presque de ça, de là, 6000 ans presque. On retrouvait ça, entre autres, dans des temples romains là, dédiés à des dieux du sommeil, entre autres. Hypnos, on en parlait, Asclépios, qui était le dieu de la médecine, où on installait des gens sur des tables ou sur des blocs de pierre et on parlait d'une langue monotone autour d'eux et les gens partaient dans leurs idées. Et ça s'est développé encore beaucoup plus au niveau médical, on dirait fin du 19e siècle, début du 20e siècle, en France, entre autres, et c'était quelque chose qui était pratiqué par des médecins. Donc, on travaillait dans des états hypnotiques par des médecins et de fil en aiguille, ben là, c'est devenu la profession, c'est beaucoup plus répandu, autant au niveau du spectacle. Donc, les médecins qui pratiquaient ça, c'était quand même aussi spectaculaire et c'est devenu vraiment un outil qui est très polyvalent, qui est utilisé encore aujourd'hui par des médecins, des infirmiers, des inhalothérapeutes. Il y en a beaucoup en France qui vont utiliser ça pour soulager la douleur. Il y en a qui vont l'utiliser aussi comme nous,
dans des métiers d'accompagnement, qui peuvent l'utiliser aussi en spectacle. Donc, c'est très varié parce qu'on considère l'hypnose comme étant un outil. Et évidemment, un outil comme un marteau, ben ça peut être utilisé de manière différente par un plombier, un menuisier ou un sculpteur. Donc, il y a vraiment une grande panoplie et c'est un très, très vieux, une très, très vieille approche qu'on utilise depuis un bon moment. Vous avez l'air très passionné par votre travail, même que vous formez des nouvelles personnes. Oui, c'est ça. Nous, on a une école de formation pour les hypnothérapeutes dans une approche qu'on appelle l'approche humaniste. Donc là, ce qui est différent des autres approches, c'est que la personne, elle est vraiment totalement présente et en éveil dans les séances d'hypnose. Donc, c'est elle qui est aux commandes et nous, on l'accompagne, on est comme un guide, un pédagogue. Donc oui, on forme plusieurs hypnothérapeutes et c'est des gens qui, la plupart du temps, ont un deuxième souffle dans leur carrière, qui ont toujours eu cette fibre thérapeutique, peu importe de quel métier ils proviennent. Et là, ils décident finalement d'en faire un métier. Et nous, on les accompagne là-dedans pour les former, pour leur donner tous les outils qu'ils ont besoin pour être de bons hypnothérapeutes. C'est une belle stratégie thérapeutique, l'hypnose, qui peut régler bien des problèmes dans le cadre de la semaine sans tabac. Combien de personnes avez-vous aidé environ dans vos démarches? En fait, pour on va dire toute catégorie incluse, là, on est en fait depuis que j'en fais depuis 10 ans, on compte dans des milliers de personnes là que j'ai pu aider et accompagner au travers de cette démarche-là. Et là, comme il y a de nouveaux hypnothérapeutes qui se forment, ben j'utilise finalement le temps que j'ai pour en parler, la démystifier, la démythifier aussi. Donc, la relève ou les nouvelles générations d'hypnothérapeutes là, sont de mieux en mieux formés pour faire ce métier-là. Ben, en tout cas, moi, si je fumerais ou si j'aurais besoin de vous, j'hésiterais même pas à aller vous voir. Je trouve que vous semblez très confiant dans ce que vous racontez. C'est très intéressant. Comment on fait pour vous rejoindre, M. Labré? Donc, vous pouvez aller sur le site hypnosehumaniste en un seul mot.ca. Donc là, évidemment, on parle de l'approche de l'hypnose en général, mais aussi de celle que je vous mentionnais, l'hypnose humaniste. Toute l'information est là. Puis, s'il y a quoi que ce soit, il y a une adresse de courrier électronique pour me rejoindre. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous expliquer qu'est-ce que c'était l'hypnose. Merci pour cette belle invitation. Merci, à la prochaine. À la prochaine. C'était Véronique de TCBH. Si je vous dis 727 visiteurs, 84 élèves, 48 kiosques, oui, je parle de l'Expo Science qui a lieu dernièrement à l'école secondaire de Trois-Pistoles. Amélie et Béatrice ont bien voulu me parler de leur présentation. Je suis à l'Expo Science à l'école secondaire de Trois-Pistoles en compagnie de Amélie et Béatrice. Ça va bien les filles? Quelle est votre exposition? On parle de la transmission des traumatismes. Puis, qu'est-ce que c'est la transmission des traumatismes? Qu'est-ce qu'un traumatisme? On peut commencer. Dans le fond, la transmission des traumatismes, c'est un traumatisme qui aurait été vécu par les générations d'avant, mais qui peut être transmis par l'épigénétique, puis ça aurait des répercussions sur les personnes d'aujourd'hui. Puis, je vois sur ton affiche qui est marqué « Qu'est-ce qu'un traumatisme transgénérationnel? » Oui, dans le fond, un traumatisme transgénérationnel, c'est quand un traumatisme a été transmis après 3 générations. Donc, une personne qui aurait vécu un traumatisme aurait pu le transmettre à une génération 2, ça aurait été un traumatisme secondaire. Puis s'il est encore transmis à la 3e génération, ça devient un traumatisme transgénérationnel. Ah, ben c'est très bien expliqué. Bon, je me tourne vers toi, Amélie. On est rendu à la 3e étape, la transmission d'un traumatisme. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, un traumatisme, ça se transmet par un procédé qui s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est une nouvelle science qui étudie l'influence de l'environnement sur les gènes d'une personne. Fait que dans le fond, quand une personne vit un traumatisme, ses gènes vont être modifiés un petit peu. Puis ce gène-là, il est réversible, mais s'il n'est pas retourné de bord, mettons, il peut le transmettre à son descendant, puis etc., etc. Puis c'est quoi les effets d'un traumatisme transgénérationnel?
ça peut être vraiment similaire à ça d'un traumatisme normal, sauf que ça va être aggravé par le fait que la personne ne sait pas d'où ça vient, ces effets-là. Donc, ça peut mener à plusieurs troubles. Ouais, plusieurs troubles c'est bien écrit sur ta pancarte. Oui, merci. Puis, affecter plusieurs aspects de la vie, comme j'en dis quelques-uns, l'imagination, provoquer des douleurs inexpliquées, des pertes de mémoire, puis il y en a d'autres. OK. Ah ben, c'est très bien expliqué. Merci beaucoup, les filles Béatrice et Amélie. Merci. C'était Véronique à l'Expo Science à l'école secondaire de Trois-Pistoles pour TCBH. Le maire de Notre-Dame-des-Neiges, M. Jean-Marie Dugas, est bien fier de nous parler des différentes réalisations de sa municipalité. Nous sommes aujourd'hui à Notre-Dame-des-Neiges pour visiter M. Jean-Marie Dugas, maire de Notre-Dame-des-Neiges. Bonjour, ça va bien? Bonjour à vous, oui, ça va très très bien, vous aussi? Oui. Bienvenue chez nous. Ben oui, on est très contents de venir vous voir. J'aimerais parler un peu des réalisations qui s'est passées en 2023. 2023, ça a été une assez grosse année pour nous, là, autant au niveau des infrastructures municipales, réparation de rues, mais dans les gros projets qui paraissent un peu plus, là, on a la riveraine sur laquelle on y va par petits pas, mais on a été chanceux avec différents programmes gouvernementaux où on a fait la réfection de la rampe pour handicapés, c'est plusieurs milliers de dollars. Également, aux fins d'assurance, pour pouvoir utiliser le jubé au deuxième étage dans le cas de spectacle, il fallait rehausser les garde-corps, ce qui a été fait, puis avec, je pense, beaucoup de goût là, par les... Les gens vont pouvoir assister au spectacle au deuxième étage. On va pouvoir, effectivement, mais comme je dis, on est allé projet par projet, un à la fois, et pour ceux qui passent en soirée, bien, on a réussi à moindre coût d'éclairer notre riveraine pendant toute la nuit de toutes sortes de couleurs. C'est que c'est parti pour les années à venir jusqu'à ce que la lumière veuille bien lâcher, mais je pense qu'on est avec du DEL, on devrait être bon pour un bout de temps. On a continué à investir encore une fois à petits pas dans le parc Morancy avec le parc à chiens, le parc canin qui est ouvert. Pour la période hivernale, on tient ça tranquille parce que on avait peur un peu que les gens n'aillent pas ramasser les excréments des animaux, mais on va réouvrir dès le printemps. Puis je pense qu'avec une bonne éducation l'an prochain, on devrait être capable de continuer. Et c'est à peu près la même chose sur les différentes rives. Là, on a continué encore une fois le développement et pour permettre aux citoyens là, de pouvoir utiliser davantage tout ce que nous, on fournit. Puis, dans les projets à venir également, bien, on a déjà commencé à mettre du mobilier urbain. On aimerait en mettre davantage. On va aussi dans la programmation de 2023, mais qui n'a pas pu se réaliser pour des raisons hors de notre contrôle. On devait faire un genre de parc à eau à la Grève Morancy, mais c'est un projet qui est simplement continué là, en 2023. Vous parlez du mobilier urbain. Qu'est-ce que c'est? Il y a en fait, c'est tout ce qui permet aux gens de se reposer. On a rajouté des gazebos, on a rajouté des bancs de parc, on a rajouté des tables à pique-nique. C'est ce genre de choses-là qui peut être utilisé par les citoyens là, pour aire de repos. Puis, grâce aussi au projet de voisins solidaires, bien, dans la Grève Morancy, on a maintenant un four à pain qui devrait être en opération, pain et pizza, qui devrait être en opération dès le printemps prochain. Je voulais revenir avec l'Église La Riveraine. Vous voulez faire des spectacles qui vont être récurrents? Faire vraiment une salle de spectacle, une salle multifonctionnelle? Oui, on travaille actuellement avec un promoteur, puis évidemment, dans l'usage actuel de l'Église, on se comprend que ce sont des bancs en bois. Il va y avoir une certaine souffrance, j'imagine, pour se rendre jusqu'à la communion. Alors, c'est peut-être pas le plus grand confort pour aller à un spectacle. Alors, on a des projets, mais encore une fois, on va y aller étape par étape. On fait nos demandes nécessaires. On a fait nos demandes l'année dernière pour qu'elles soient reconnues comme monument, et ça va nous permettre d'avoir des subventions particulières, encore une fois, pour travailler à l'intérieur. Je vous dirais qu'au cours des 2 prochaines années, avec les subventions et la contribution municipale, on devrait y aller
pour peut-être une cinquantaine de dollars, 50 000 $. Puis on va avoir un mobilier particulier à l'intérieur aussi pour que ça puisse, ce soit festif, sans parler de pistes de danse, avoir des endroits où ce sera possible de bouger davantage. Puis on a des projets qui sont assez avancés avec des partenaires commerciaux pour contribuer là, au développement de la riveraine. C'est qu'on a des beaux projets, mais on se donne sur 2 ans là, pour avoir un organisateur de spectacle, puis faire reconnaître justement la qualité sonore de notre joyau. Je voulais vous parler, M. Dugas, du prolongement de la 20. Je ne peux comme pas passer à côté pour vous parler de ce dossier-là. Comment ça va? Est-ce qu'il y a des avancements par rapport à ça? La réponse est oui et non. Des avancements directs avec la construction ou les plans et devis, jusqu'à maintenant, nous, on n'a pas eu de nouvelles. Cependant, on a été approché par le ministère. Ceux qui étaient là, ou peut-être vous le savez aussi, il y avait une obligation du ministère des Transports et de la Mobilité durable d'organiser 2 comités actuellement. Un qui est de tous les maires concernés qui veulent bien participer au comité et un comité de suivi au niveau municipal, à savoir des gens directement impactés par la construction du pont, par exemple, que ce soit au niveau visuel ou autre nature, et des gens du conseil municipal. C'est que ça, on a fait ça en résolution lors de notre dernière rencontre au mois de janvier. Du côté du ministère, ils travaillent sur le projet. Mais on se comprend, la dernière fois qu'on a parlé à la ministre, là, on parle de 8 à 10 ans, là, ça n'arrivera pas demain matin. Mais je suis intéressé aussi parce qu'il y a un projet de chercheurs des gens de l'Université du Québec à Rimouski qui sont entrés en communication avec nous pour voir, travailler un peu là, sur les impacts que ça pourrait avoir. Il y a comme 2 volets, le volet que j'aime beaucoup au niveau social, là, puis l'acceptabilité, et le volet qui est plus technique là, avec les ingénieurs. Mais on se comprend que l'autoroute 85, tant que la 85 n'est pas terminée, oubliez ça. Le gros de l'équipe est peut-être encore là-dessus. Là. J'aurais une question à vous poser par rapport au prolongement de la 20. Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas mieux de passer par Notre-Dame-des-Neiges et sauver le pont de la rivière Trois-Pistoles? Ma réponse de Matanais, parce que je suis Matanais d'origine, je considère que c'est une difficulté pour la 132. Comme vous le savez, on est dans le milieu. J'ai des amis qui sont agriculteurs, puis ils doivent attendre 30, 45, des fois minutes là, pour traverser avec leur équipement sur la 132 actuelle. C'est pas en la mettant en 4 voies qu'on va faciliter leur emballage, où il va venir 2 voitures au lieu d'une, puis 4 à l'occasion. Je pense pas que ça, c'est la solution, là, juste d'élargir puis d'en faire une plus belle 132. D'un autre côté, je ne me vois pas non plus comme citoyen là, le droit d'enclaver la ville de Rimouski, de Montjoly, de Matane, toute la Gaspésie, pour le tronçon qui reste à faire. Le pont, je me rappelle d'avoir discuté avec le ministère des Transports et comme je leur avais dit, un pont, ça peut être beau aussi. Et la réponse était effectivement, un pont, ça peut être 100 millions, 200 millions, 400 millions. C'est là que les comités vont pouvoir mettre du poids pour s'assurer qu'on a quelque chose qui est visiblement acceptable et que le bruit, finalement, va diminuer pour les citoyens. On se comprend que la 132, actuellement, le bruit aussi est problématique. Puis quand on ajoute 1000 voitures par année ou à peu près, c'est pas toujours amusant. J'ai visité dernièrement l'île aux Basques, qui est à Notre-Dame-des-Neiges aussi, et les gens de la Fondation me disaient je suis presque content de retourner à Québec parce qu'ils entendent les camions qui descendent ou le pont actuel de la 132, puis ils ont de la misère à dormir à l'île aux Basques. Ça fait que ça aussi, c'est une problématique qui va disparaître là, pour les citoyens. Maintenant, on va parler encore des routes. Il y a un gros projet qui s'en vient. C'est le prolongement de la route 293. Effectivement. Et ce projet-là va probablement commencer en partie parce qu'on travaille encore une fois avec le ministère des Transports parce qu'on se comprend qu'en 2024-2025, il est presque inadmissible qu'on ne puisse pas desservir davantage les citoyens en aqueduc et en égout.
C'est que le conseil, il y a eu des tergiversations sur les prix également. Au départ, on parlait de 5 millions d'investissements, mais finalement, à travailler avec le ministère va assumer une grande partie du réseau d'aqueduc. Parce qu'on se comprend que lorsqu'on part de la 132, on est à Trois-Pistoles jusqu'après le cimetière ou à peu près. Et là, on redevient Notre-Dame-des-Neiges rendu au garage municipal. Donc, à partir de cette portion-là, ça appartient à Notre-Dame-des-Neiges. De concert avec le ministère, lorsqu'on a discuté, ils avaient mis ça assez clair que si on ne le fait pas maintenant, oubliez ça, ça ne se fera jamais, parce qu'après ça, ce sera la 20, puis on ne passe pas en dessous de l'autoroute. Il faut que ce soit l'autoroute qui passe par-dessus les canalisations. C'est qu'à ce moment-là, on a pris la décision comme conseil d'aller de l'avant pour le bien des citoyens et le futur développement également de la municipalité. Donc ça, ce sera la première étape qui sera faite, et après, les travaux de la 293 vont s'enclencher. Est-ce qu'il y a beaucoup de maisons, des gens qui vont devoir être expropriés? Actuellement, je vous dirais, je n'ai pas de nombre, mais on parle de 1 ou 2 propriétés. Il y a des propriétés en tant que telles, là, qui sont en friche, qui vont être expropriées, mais des habitations qui vont être déplacées ou qui vont être déplacées, je vous parlerai d'1 ou 2 propriétés. Là. OK, à ce moment-là. Donc, les travaux devraient commencer dans... Originalement, quand c'était seulement l'aqueduc, ça aurait commencé au printemps de cette année, en 2024. Ça se peut que ce soit retardé à l'automne, parce que là, il fallait refaire des calculs et des travaux, parce qu'on a décidé d'amener les égouts en même temps. Alors, à ce moment-là, pour le ministère, on n'a pas la donnée finale, là, mais on s'attend que ça va être fait cette année. Par la suite, il y a Hydro-Québec qui doit déplacer des pylônes également. Donc, on parle de 2025 assez certain pour les travaux qui devraient durer 2 à 3 ans. J'aimerais vous parler maintenant d'un vieux projet, peut-être, de la fusion entre Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges. Est-ce que vous pensez que ce serait encore possible? Je pense que tout est possible. Quand on regarde la façon dont les municipalités sont intégrées, là, autant au niveau de certains regroupements de services et le territoire en tant que tel, on se comprend que nous, pour faire certains de nos travaux, qu'on parle de déneigement par exemple, il faut passer par Trois-Pistoles, puis Trois-Pistoles, pour s'occuper de différentes fonctions, doivent passer par Notre-Dame-des-Neiges. Il y a une certaine logique. Cependant, je vous dirais que nous, ce qu'on a demandé, puis certains médias ne comprennent pas la différence entre les deux, c'est d'abord de regarder les possibilités de regroupement de services. Comme je vous dirais, au niveau du déneigement, on a eu certaines conversations. Il ne s'est rien passé jusqu'à maintenant, mais nous, parfois, on déneige en descendant, puis on ne déneige pas en montant, puis Trois-Pistoles font l'inverse, et ils ne déneigent pas en descendant, puis ils déneigent en montant. Il y a déjà des économies qui peuvent être faites à ce niveau-là. Maintenant, c'est au niveau finance. On se comprend qu'on n'est pas dans les mêmes conditions que Trois-Pistoles, mais ça peut également être arrangé par la répartition dans le temps. Chacune des entités conserve, par exemple, pour une période de 10 ans ou de 12 ans ou de 15 ans, peu importe, dépendamment de la dette, là, ces dettes, et il y aurait comme 2 comptes de taxes quand même s'il y avait regroupement. Ce qu'on attend et ce qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant, il y a du travail qui se fait. Nos directeurs généraux respectifs ont rencontré le ministère. On a donné beaucoup d'informations, que ça aille du nombre d'employés qu'on a jusqu'aux finances actuelles, l'endettement et tout ce que vous voudrez. Mais en tant que municipalité, on n'a pas reçu encore quoi que ce soit là, du ministère. Fait que, il y aura évidemment des discussions au niveau du conseil respectif là, pour regarder les avenues. Et par la suite, il y aura des rencontres qui seront faites interconseil. Et par la suite, il y aura des propositions de changement. Comme vous le savez, ça veut dire, ou ça pourrait vouloir dire, aussi vite que l'élection de 2025, en novembre, dans 1 an et demi ou à peu près, un petit peu plus, là. Ou encore que ce soit réparti dans le temps, les 2 conseils siègent ensemble pendant un nombre d'années. Là, et la façon dont la loi est écrite, c'est que
un maire est là pendant, je vais vous dire, 6 mois, puis l'autre maire est là pendant 6 mois, puis les deux s'alternent entre maire suppléant et maire principal. Enfin, le ministère à ce niveau-là, je pense que fait la promotion, ne veut pas des fusions forcées, mais fait la promotion des fusions ultimement, là, lorsqu'on parle que les deux municipalités deviennent une seule. C'est qu'à ce moment-là, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Là. On pourrait même revenir au nom d'origine avant qu'il y ait la dissociation, Notre-Dame-des-Neiges des Trois-Pistoles. Qui sait? Parce que j'ai vu sur votre site Internet qui parle de l'histoire, puis il y a plusieurs capsules. Donc, j'invite même les citoyens à aller faire un tour parce qu'on découvre plusieurs capsules sur l'histoire de Notre-Dame-des-Neiges. Pourquoi ça s'appelle Notre-Dame-des-Neiges? La construction du pont du CN, comment ça s'est fait? Il y a quelques photos. C'est très, très intéressant. Dites merci d'abord à notre directeur général, Danny Larivière, qui a tout le crédit, puis qui travaille avec des citoyens qui lui fournissent en photo. Là, je veux dire, c'est vraiment intéressant de voir ces gens-là, là, quelle passion ils ont. Puis d'ailleurs, à la riveraine, à l'été, là, il y aura également des projets qui nous permettront là, de voir l'évolution de Notre-Dame-des-Neiges. Je terminerai l'entrevue avec une usine qu'on entend peu parler. C'est l'usine de cannabis qui a été construite. Est-ce que ça se déroule bien? Bien, moi, ce que j'en sais, évidemment, c'est une entreprise privée, là, mais ça va bien. Évidemment, il y a eu, comme la pandémie, certaines difficultés et le rythme de développement pendant la pandémie, comme même nous, là, avoir un poteau de lampadaire, c'était pas possible. Alors, leur projet de finalisation de toutes les salles de culture a été retardé parce qu'ils ne pouvaient pas avoir l'équipement. Puis ça prend un équipement qui répond aux normes de Santé Canada, donc il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça dans le monde. Alors, si vous ne l'avez pas, bien, il n'y a rien qui peut se faire. Je vous remercie beaucoup et très contente d'avoir fait le tour de des belles réalisations aussi à Notre-Dame-des-Neiges. Puis la prochaine fois, on va revenir vous voir. Puis moi, cet été, je vais aller faire un tour dans votre parc à chiens avec mon chien, Rambo. Bien, merci de l'invitation, ça fait plaisir, puis j'espère que vous allez avoir une belle année cette année à la télévision communautaire. Merci beaucoup de votre invitation, merci. C'était Véronique à TCBH. Les Beaux 4 heures, un événement organisé par la Maison Martin-Matt de Trois-Pistoles, en collaboration avec le Parc du Mont-Saint-Mathieu, qui s'est donné pour objectif d'amasser pas moins de 5 000 donneurs. La glissade, le ski étaient à l'honneur. Le club de hockey senior Fondation BA de Trois-Pistoles a conclu la saison par une victoire de 6-2 contre les Castors de Matane. L'équipe se place au 4e rang pour une position en séries éliminatoires, qui commenceront vendredi le 9 février à 20h30 contre Bois-BSL de Montjoly pour la première ronde des séries 3 de 5. Venez encourager votre équipe! La tournée Transférer sa ferme s'arrêtera le 13 février dans la MRC des Basques. Voici une rediffusion de l'entrevue réalisée cet automne. Aujourd'hui, à l'émission, je suis en compagnie de Jean-Philippe Mainville, qui est représentant de l'Artère. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, et vous? Ah oui, ça va bien, merci. Oui, donc, qu'est-ce que c'est l'Artère? L'Artère, c'est un service de jumelage qui est déployé par les 8 MRC au Bas-Saint-Laurent depuis 2018. Qui vise à faciliter la mise en relation des propriétaires exploitants d'entreprises agricoles puis de la relève qui souhaite s'établir. Puis c'est ça, on est l'une des conférences qui vont être présentées dans le cadre des journées de Transférer sa ferme. C'est la 2e édition de Transférer sa ferme qui a déjà commencé puis qui va durer tout l'hiver au Bas-Saint-Laurent. Bien, dans le fond, l'Artère fait partie de la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Vous êtes là pour accompagner les gens qui veulent, qui sont rendus comme à vendre leur ferme. Parce qu'il y a une statistique, moi, qui m'intéresse, récente du MAPAC. 30 des 1913 entreprises agricoles de la région Basse-Laurentienne sont à risque d'être démantelées en raison du manque de relève identifiée. Mm-hmm. Donc, vous êtes là pour accompagner les agriculteurs, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vendre leur ferme. Bien, c'est ça. Dans le fond, en 2018, il y a eu une première édition de Transférer sa ferme. L'objectif de ces événements-là, en fait, c'était de présenter l'éventail d'intervenants, d'outils qu'on a au niveau régional pour accompagner les producteurs d'entreprises agricoles dans leur transfert.
En 2018, l'objectif, c'était visé surtout envers ceux qui n'avaient pas de relève familiale identifié. Ça veut dire que ceux que si on leur trouvait pas, s'ils ne trouvaient pas une relève, ben il n'y avait pas d'autres options que de démanteler l'entreprise. Parce qu'il n'y avait pas nécessairement de repreneur, mais cette édition-ci, finalement, est ouverte autant à ceux qui ont une relève familiale, identifier leurs enfants, par exemple, ou un neveu, ou peu importe, mais aussi aux producteurs qui n'ont pas de relève identifiée. Donc, on réitère cet événement-là 5 ans plus tard parce que le besoin est criant. Là, la statistique que vous avez nommée est inquiétante. Là. Donc, au niveau de les accompagner dans vos conférences que vous faites, vous vous promenez à travers les 8 MRC. Ça a commencé la semaine dernière à Amqui. J'imagine que ça a été un succès. Qu'est-ce que vous retirez de votre première expérience? On a fait la Matapédia et le Témiscouata la semaine dernière. Moi, j'ai participé, j'ai donné une conférence à celle du Témiscouata. Puis, il y avait peut-être le double des entreprises qui étaient présentes versus la première édition. Donc, je pense que le besoin est palpable. Puis, ça s'est super bien passé. Là. Dans le fond, on essaie de rassembler dans une même salle les producteurs agricoles qui souhaitent transférer leur entreprise, puis on leur présente les différents services. Donc, on commence avec un portrait de la MRC au niveau justement de statistiques comme ça. Comment se portent, c'est quoi l'âge moyen des producteurs de la MRC, le nombre d'entreprises qui sont à risque de démantèlement, le nombre de nouvelles entreprises, le nombre de retraits de l'agriculture des entreprises qui ont arrêté. Donc, on commence avec un portrait. Ensuite, on a les présentations du réseau Agri-Conseil qui viennent aborder les subventions qui sont disponibles pour accompagner les producteurs dans leur transfert apparenté ou non apparenté. Donc, il y a des subventions qui viennent couvrir les notaires, fiscalistes, les conseillers en transfert, les conseillers en gestion. Donc, c'est une offre de leurs services du réseau Agri-Conseil. Ensuite, on a une présentation du CREA. Le CREA qui est l'entité où on retrouve les conseillers en transfert d'entreprises agricoles. On est vraiment chanceux d'avoir ce service-là sur le territoire. C'est des gens qui sont spécialisés dans le transfert, donc qui viennent un peu être le chef d'orchestre pour planifier le transfert. Ensuite, on a les travailleuses de rang. Donc, depuis quelques années, on a la présence de 2 travailleuses de rang, un travailleur et une travailleuse de rang sur le territoire, qui vont venir parler de leurs services, puis leur offre au niveau psychosocial. Après ça, l'ARTER, comme on le mentionnait, on va être présent également, présenter nos services. La financière agricole du Québec vient parler de la formule vendeur-prêteur, qui est un mécanisme, un levier pour faciliter le transfert, mais également le restant de leurs différents produits. Et finalement, on termine la journée avec un témoignage qui est différent dépendamment des MRC, mais qui porte sur des agriculteurs qui ont fait un transfert réussi finalement, là, donc pour être capable... L'objectif, en fait, c'est d'avoir plusieurs producteurs qui partagent une même réalité, puis qui soient capables de partager comment ils se sentent, puis c'est quoi les enjeux par rapport à leur transfert, puis obtenir des réponses. Au niveau des fermes, globalement, est-ce que c'est plus des fermes porcines, bovines, ou au niveau vraiment de l'agriculture en tant que telle dans les champs? Au Bas-Saint-Laurent, on a une grosse partie de notre agriculture qui est tournée vers la production laitière. Donc, c'est sûr que la production laitière est bien représentée. Ensuite, dépendamment des MRC, comme là, on était dans la Matapédia puis le Témiscouata en début d'année, en début de tournée comme ça, justement pour aller chercher les producteurs acéricoles que si on était au mois de mars, on aurait de la misère à les rejoindre. Donc, dans les 2 premières rencontres, c'était majoritairement des producteurs acéricoles. Et après ça, il y a différentes productions. On est beaucoup dans la production animale, donc production ovine. Après ça, on tombe dans les grandes cultures, souvent, là, en termes de ratio, mais éventuellement, il y a quand même des producteurs maraîchers, des producteurs de fruits. Donc, c'est assez éclaté, finalement, là. Mais on est dans les tendances régionales, là, donc beaucoup de production en transformation animale. Ouais. Puis le transfert d'une agriculture agricole, c'est un processus quand même assez long. Est-ce qu'il arrive quelquefois qu'il y a une ferme qui est achetée par son voisin à côté puis décide de s'agrandir? Oui, en fait, c'est pas fondamentalement mal que les entreprises prennent grandissent, là, puis il y a différentes... les conjonctures font en sorte que c'est souvent ça qui arrive. Sauf que ça a un impact sur la vitalité des municipalités. Ultimement, s'il y a une ferme qui reste par municipalité, on a des familles qui ont disparu de la carte, ça a des impacts sur les services qui sont disponibles. Donc, c'est un des enjeux, en fait, derrière cette tournée-là, derrière cette mobilisation-là, c'est d'éviter le démantèlement des entreprises.
Parce que, ben c'est ça, quand il y avait 8 entreprises agricoles sur un rang, puis qu'il en reste une parce qu'il y en a une qui a acheté tous les voisins, ben finalement, ça fait moins d'enfants dans les écoles, moins de gens qui vont à l'épicerie, moins de gens qui vont à la station-service. Donc, éventuellement, ben, il n'y a peut-être plus assez de personnes pour subvenir, ben, pour que ces services-là répondent à un besoin. Donc, il y en a qui ferment, puis c'est ça. Donc, on parle de dévitalisation de nos municipalités, puis vu que notre territoire est grandement agricole, si on fait rien pour trouver des options autres que le démantèlement, ben, on se dirige vers une dévitalisation, mais ça va plutôt bien. Là, en fait, au Bas-Saint-Laurent, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de création de nouvelles entreprises durant la pandémie. Donc, le portrait est un peu alarmant, mais je pense qu'il faut quand même faire la part des choses qu'on réussit quand même à accompagner plusieurs entrepreneurs à travers des transferts non apparentés ou apparentés. Donc, il y a plein d'histoires à succès aussi. La moyenne d'âge des agriculteurs qui doivent se départir de leur entreprise, leur ferme ou leur production laitière, c'est quoi, environ 90 ans? Peut-être pas autant que ça. La moyenne, 90 ans, on aurait non, peut-être pas 90 problème. Ans, là, non. C'est plutôt peut-être aux alentours de 70 ans, environ? La moyenne, les moyennes, des fois, reflètent pas la majorité. Reflètent la majorité, là, c'est ça. La réponse à la question, c'est, je sais pas officiellement, ça dépend des différentes MRC, mais on tourne souvent autour de 52, 56 ans. Ah, okay. Sauf que ça, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont 75 ans, puis il y a des gens qui en ont 45. Là, donc, donc, à 45 ans, si un fermier, en tout cas propriétaire d'une entreprise agricole, doit se départir de sa ferme, c'est ce qui m'amène à penser qu'il doit y penser rendu environ à 45 ans. Il faut commencer à y penser. Est-ce que j'ai de la relève dans ma famille qui veulent prendre ma ferme? Sinon, il faut qu'il commence déjà à entreprendre les démarches. Ah, vraiment. Dans le fond, 45 ans, c'est un bon chiffre. Ne serait-ce que de commencer à y réfléchir, là, sans peut-être faire des actions concrètes, mais de venir à une journée comme ça, c'est pas mauvais. C'est gratuit, en plus, cette journée-là. Il y a des inscriptions qui sont limitées, mais tout le monde, on va vouloir accueillir tout le monde, bien sûr. On va expliquer aussi comment s'inscrire dans les prochaines minutes, mais c'est certain qu'on parle de prévoir un transfert 5 à 7 ans à l'avance. Pourquoi? Parce que ça ouvre différents mécanismes fiscaux. On est capable de faire pas moi, là, mais les différents intervenants dans le dossier sont capables de réfléchir à une planification fiscale, dépendamment des besoins, des objectifs des propriétaires, donc, et autres avantages qui peuvent être regardés au niveau peut-être des investissements qui sont à prévoir. La transférabilité de l'entreprise, c'est des sommes souvent qui sont astronomiques, donc il y a des cartes à jouer. Est-ce qu'on achète une maison voisine pour être capable d'accueillir une future relève? Il y a plein de choses à réfléchir en amont si on veut que ce soit un succès. Puis les quotas de lait aussi, je ne connais pas tout le monde agricole, mais je sais qu'ils utilisent des quotas de lait. Puis ça, il faut transférer ça. C'est quand même... parce que chaque ferme a des quotas de lait aussi, puis il y a beaucoup de fermes laitières ici dans le Bas-Saint-Laurent. Ça augmente la valeur aussi. Là. C'est pas rare de voir que la valeur du contingent laitier sur une entreprise va être autour du million et plus. Là. Donc, c'est ça le défi, en fait, de trouver des relèves qui soient aussi capables de reprendre ces entreprises-là. On parle des fois d'entreprises qui valent 3-4 millions. 2, 3, 4 millions, c'est vraiment pas très hors du commun. Donc, quand on parle qu'une relève a besoin d'à peu près avoir 20-25% de mise de fonds, il y a des défis, là. Ça court pas les rues des gens qui ont 700 000 $ dans leur poche. Mais de fil, puis même les enfants des entreprises qui ont une relève familiale, c'est ça souvent le défi, c'est d'être capable de... Le défi premier est financier, mais ça existe, il y a des mécanismes, il y a de la planification qui est possible en amont, mais plus on s'y prend tôt, plus on est à même de s'en garder le plus dans nos poches, mais aussi d'être capable de créer un climat qui va être propice à la rentabilité de l'entreprise pour ceux qui vont la reprendre. Oui, mais c'est comme leur joyau, dans le fond, ils ont travaillé là toute leur vie. C'est quelque chose qu'ils veulent transférer pas normalement, mais transférer dans les normes, puis aussi pas transférer sûrement à n'importe qui. T'sais, ils veulent choisir peut-être la personne qui va acheter leur ferme aussi également, j'imagine. Donc, c'est super intéressant. Là, vous faites une tournée dans les 8 MRC. C'est quand vous allez être dans les Basques? Dans les Basques, on va être là le 13 février 2024. On est un peu à l'avance, là, mais ça vaut la peine. Il y a déjà des inscriptions qui sont faites, là, donc... on vous invite à vous inscrire. Puis sinon, c'est possible aussi si pour une date en tant que telle, par exemple, les producteurs acéricoles dans les Basques, ça ne fonctionnerait pas pour cette date-là. On a le 28 novembre également dans la MRC de Rivière-du-Loup. Donc, c'est possible de s'inscrire pour les agriculteurs dans les différentes MRC. C'est pas problématique.
Puis, donc je répète, 28 novembre pour Rivière-du-Loup, 13 février dans les Basques. Puis, pour s'inscrire, il va y avoir un numéro qui va apparaître à l'écran. Oui. Vous pouvez contacter soit le coordonnateur aux communications de la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent qui s'appelle Mathieu Boyd au 581-525-7631. Puis, sinon, c'est possible de s'inscrire au site internet par le biais d'un formulaire qui se trouve sur le site internet transférersafferme.com. Donc, c'est plutôt simple de s'inscrire. On passe une belle journée. Il y a un dîner aussi qui est servi gratuitement aux gens qui vont être présents. L'objectif, c'est avant tout d'apprendre, en fait, de s'outiller en vue de son transfert pour que ce soit fait dans le meilleur contexte possible, finalement. Oui, vous l'avez bien dit, dans le meilleur contexte, parce que c'est leur joyau, leur bébé, qui doivent se départir, parce que, normalement, c'est une entreprise qui doit prospérer également. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. On se dit à la prochaine dans l'Inversé des Basques. Merci. Merci. Bonne journée. C'était Véronique de TCBH. Voici les annonces de la semaine. C'est l'heure du conte avec Marie-Lé Bellule le 10 février à 10h à la bibliothèque Anne-Marie d'Amour de Trois-Pistoles. Une journée gratuite au parc du Mont-Saint-Mathieu, ça vous intéresse? Vous avez jusqu'au 12 février pour vous inscrire auprès de la municipalité de Saint-Clément. Patin Disco ce samedi le 10 février à Saint-Clément dès 17h. Le Café Causerie, c'est à tous les mercredis de février au Centre culturel de Trois-Pistoles. Le 14 février prochain, c'est un atelier sur l'agisme avec Miko Lebel qui est au programme. Un souper fondu est organisé par les Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles, au coût de 40 $ par personne, au Centre colombien de Trois-Pistoles le 10 février, 17h30. Le Tricot Jazette à tous les jeudis de 13h30 à 15h30, jusqu'en juin à la bibliothèque Anne-Marie d'Amour de Trois-Pistoles. C'était Véronique qui vous dit à la semaine prochaine et ne manquez pas au rythme des saisons le 12 février prochain à 19h.